Bienvenue à tous, c'est l'heure du décryptage. Ce numéro sera consacré à la question de l'ethnicité, des crises sociopolitiques et du processus de réconciliation nationale. Pour aller plus loin, pour aller plus en détail, nous recevons le docteur Joseph Tigbé, historien, enseignant-chercheur à l'université de Lomé. Nous le retrouvons juste après ce petit élément de reportage consacré à la question et qui s'est déroulé à l'université de Lomé. C'était lors d'un séminaire le 10 mars dernier. Après les grandes messes cathartiques de la Commission Vérité, Justice et Réconciliation, CVJR, conduite sous la houlette des politiques et des acteurs de la société civile, les universitaires décident à leur tour d'apporter leur savoir-faire et le fruit de leur recherche à l'édification effective d'une nation togolaise. Guérir les fractures ethniques qui empêchent l'avènement d'un sentiment national au Togo passe par un travail intellectuel de compréhension des freins, de dépassement des obstacles et cicatrisation des blessures. La question d'ethnicité, de crise sociopolitique et de réconciliation est une thématique majeure. Et on s'est rendu compte que depuis que le processus a commencé dans notre pays, les universitaires sont restés plus ou moins en marge. Et il était important qu'ils puissent apporter leur contribution par la réflexion qu'ils mènent sur les causes, les conséquences et surtout sur les pistes de solutions à envisager. Ces enseignants-chercheurs des universités de Lomé, de Kara, de Ouagadougou et de Bordeaux 3 esquissent ici des approches de solutions compilées dans un document scientifique devant permettre de consolider le mieux vivre ensemble, poursuivant le chantier entamé par la CVJR. Il faut une conscience nationale qui passe par l'éducation, la sensibilisation. La question s'est posée de voir comment la société civile, mais aussi les journalistes, à travers leurs discours, les valeurs médiatiques qui sont vulgarisées, comment ils peuvent accompagner ce processus. Et nous avons montré dans ce travail, par exemple, que nous avons des mécanismes coutumiers, traditionnellement, qui gèrent les crises. L'Association des historiens et archéologues du Togo et le Centre de recherche sur les organisations, la communication et l'éducation mettent à disposition du public le document scientifique et un ouvrage de synthèse issu de leurs travaux. Un remède facilement accessible dans les bibliothèques pour transformer la diversité ethnique du Togo en une source de richesse qui contribue au développement du pays. Bonjour cher professeur. Bonjour. Alors, pour aller un peu dans le vif du sujet, je pense que le mot-clé de cette émission sera l'ethnie, l'ethnicité. Ce mot est servi à toutes les sauces, il est servi à tort à travers. C'est un mot un peu valise. Alors, cette valise-là, vous la remplissez avec quoi? Alors, quand nous parlons du concept d'ethnie, il s'agit d'un groupement humain qui se réclame d'une même origine et qui a un même nom. On parle d'ethnonyme. On peut parler par exemple des Évis, des Kabyais, donc l'ethnonyme, et qui ont les mêmes valeurs culturelles. Alors, les membres de ce groupement humain ont conscience d'avoir une même histoire, d'appartenir à un même territoire et d'avoir une même donnée linguistique. Donc, à partir de ces éléments-là, on peut dire que les membres d'une ethnie ont une forte tradition qui les fait remonter justement à des données qui relèvent de la parenté et qui créent en leur sein une forme de solidarité qui se déploie justement à chaque fois que de besoin. Alors, on l'a vu dans l'évolution historique du continent africain, le concept a émergé dans beaucoup de pays au moment de la pénétration européenne, au moment de la colonisation. Alors, l'ethnie, est-ce une donnée naturelle qui préexistait, qui a toujours préexisté, ou c'est une invention coloniale? Alors, si nous partons de la définition que nous venons de donner à la notion d'ethnie, on peut dire que l'ethnie a toujours existé, que ce soit en Afrique ou ailleurs. Mais la notion elle-même a fait surface au XVIIIe siècle en Europe et a été réinventée le siècle suivant, au XIXe siècle, notamment dans la foulée de la colonisation. Et c'est un certain anthropologue Vacher Lapou qui l'a réinventée pour désigner les sociétés qui ne sont pas européennes. Et donc c'est dans ce cas-là qu'on peut dire que la notion réinventée au XIXe siècle
a été essentiellement faite pour pouvoir désigner notamment les peuples africains que, à l'époque, les Européens se refusaient de considérer comme des peuples qui ont une certaine culture, des peuples qui ont une certaine histoire. Et à partir de ce moment-là, on considérait ces peuples-là comme étant des peuples figés, qui ne sont pas dans un dynamisme absolu. Et donc, on les considérait ainsi. Et c'est d'ailleurs pour cela que l'on a pensé qu'il faut aller vers ces peuples-là pour les civiliser, pour leur apporter la bonne nouvelle divine et les christianiser. Le fardeau de l'homme blanc. Ce fardeau de l'homme blanc a consisté par exemple au Rwanda à inventer les concepts de Hutu et de Tutsi. De Tutsi, tout à fait. Donc là, on voit quelque chose de très singulier, oui, qui est l'invention de toute pièce de catégorie ethnique. Justement, c'est pour dire que à partir du moment où la notion elle-même a été inventée, elle a été exportée de l'Europe, et lorsque les Européens sont arrivés et qu'ils ont trouvé qu'il y a des peuples, des groupements humains dont les caractéristiques correspondaient à ce qu'ils mettaient dans la notion d'ethnie, ces Européens-là leur collaient des noms, ou alors dans certains cas où ils considèrent qu'il n'y a pas d'ethnie ou bien les groupements humains ne remplissaient pas forcément les caractéristiques qu'ils avaient définies, alors eux-mêmes, ils créaient de toutes pièces la notion d'ethnie. Donc, pour me résumer, je peux dire que la notion d'ethnie peut être considérée comme une donnée naturelle si on se réfère justement au contenu, mais ça peut être aussi une invention, une création, surtout dans le cadre de la colonisation. Alors, il y a une compréhension duelle du concept. Évidemment. Est-ce que nous pouvons résumer l'ethnie, par exemple, à une langue partagée, la langue, le oui, sang, vous avez parlé des liens de parenté, oui, et un territoire? Évidemment. Et une solidarité. Une solidarité qui agissante. Voilà. Et au-delà de la solidarité, il y a la référence à la culture commune. C'est très important parce que là... Un passé également commun. À un passé commun. Et donc, je mets ensemble le passé et la culture puisque les deux vont de pair. Voilà. Donc, par rapport à cela, nous pouvons dire qu'au-delà de tout, au-delà de la langue, on parle des Kabyles du Togo. Malgré les variants, on sait que la langue, c'est le Kabyle. Quand on parle des Évés, on sait que la langue, c'est l'Évé. Et donc, tous ceux qui se réclament de cette langue-là se reconnaissent comme étant une même ethnie. Et donc, l'autre aspect sur lequel je veux insister, c'est surtout la référence à une valeur culturelle commune. Et si nous nous inscrivons dans la logique du Togo, par exemple, quand il y a Evala, c'est un exemple parmi tant d'autres. Vous voyez que tous ceux qui se reconnaissent dans cette culture-là se retrouvent au nord du Togo pour pouvoir célébrer cette messe traditionnelle. De la même manière, quand on parle d'Abobozan, par exemple, tous ceux qui se reconnaissent de cette tradition-là se retrouvent à Notien pour célébrer cette messe-là. Voilà, il y a des moments où les gens se retrouvent pour vivre leur ethnicité. Ouais. Alors, est-ce que le concept ethnique, en tout cas la conscience d'appartenir à une totalité humaine distincte, on a parlé de groupements finis qui sont différents des autres, est-ce que ça représente un facteur conflictogène? C'est-à-dire que ça incite à vouloir s'entre-déchirer parce qu'on ne parle pas la même langue, parce qu'on ne se comprend pas forcément, ou qu'on partage un même territoire, qu'on dispute à d'autres groupes? Bien, alors c'est un peu délicat cette question, mais je crois que je vais adopter la démarche normande pour dire oui et non à la fois. Alors, ethnie comme facteur conflictogène, je dirais oui. Oui, pourquoi? Parce que, en fait, lorsque nous sommes dans une logique ethnique où émerge ce que j'appelle l'ethnocentrisme. L'ethnocentrisme, c'est un concept, c'est un néologisme qui a vu le jour en 1906 pour désigner le comportement de ceux-là qui considèrent que leur façon de voir les choses, leur manière d'agir, leur façon de penser et de parler est supérieure et bien meilleure à celle des autres. Donc là, il y a risque de conflit. C'est-à-dire que quand moi je dis que je suis le plus élégant, je suis le plus civilisé,
je suis le seigneur et lui, il est le serf. Je suis quelqu'un dont la culture est supérieure à celle de l'autre. Alors, à partir de ce moment, je commence à développer des comportements qui puissent considérer l'autre comme un vaurien. Et donc, si l'autre se rend compte que je l'opprime psychologiquement ou physiquement, ça peut conduire justement à des conflits. Et l'autre aspect de la chose, par rapport au lui dont je parle, c'est que à partir de ces considérations ethnocentriques, on peut supposer que l'ethnie est facilement manipulable. Parce que la manipulation, ça vient généralement de quelqu'un, soit qui est de l'intérieur ou de l'extérieur. Il vient, il dit, mais écoutez, vous êtes supérieur à ceci. Et donc, c'est au Rwanda. Justement, vous êtes supérieur à ceci. Et donc, par rapport à cela... Le colon belge a dit que les Tutsis étaient supérieurs aux Hutus. Exactement. Par rapport à cela, vous ne devez pas vous laisser dominer par les autres. Vous êtes des seigneurs, eux, ils sont des serfs. Et donc, dans une logique de partage de pouvoir, il ne faut faire aucune place à ces gens-là, parce qu'ils sont là juste pour vous servir. Donc, à partir de ce moment-là, on se dit que sur la fibre de l'ethnocentrisme, on peut facilement manipuler. Et quand on est sur le terrain de la manipulation, ça dégénère souvent à des conflits. Maintenant, l'autre aspect, c'est que on peut dire que l'ethnie n'est pas conflictogène. Alors, si nous sommes dans une logique où on met de côté toute manipulation, où il n'y a pas une considération exacerbée, une vision de supériorité de son ethnie par rapport à celle des autres, alors on peut dire que le fait qu'il y ait une certaine solidarité à la base, une certaine solidarité dans les ethnies, ça peut être capitalisé pour un mieux vivre ensemble. Parce que ne nous voilons pas la face. Lorsque nous parlons d'unité nationale, du vivre ensemble, il s'agit de mettre ensemble des différentes unités à la base. Et donc, lorsque, à l'intérieur des ethnies, il y a une forme d'unité, on n'aura qu'à capitaliser ces unités-là pour aller vers l'unité nationale. Donc, vu sous cet angle, on peut dire que l'ethnie n'est pas en soi une mauvaise chose. Mais ce que nous devons dire aussi, c'est que généralement, ce qui pose problème en Afrique, ce n'est pas forcément l'ethnie en soi, mais c'est la manipulation que les uns et les autres en font qui crée problème. L'ethnie comme donnée naturelle ne pose pas problème, mais l'ethnie instrumentalisée, montée en épingle politiquement, est conflictogène. Voilà, est conflictogène, si je peux vous résumer. Mais en même temps, il y a ce que vous avez développé, vous n'avez pas osé utiliser le concept, c'est celui de complexe de supériorité que certaines ethnies nourrissent par rapport à d'autres. Maintenant, quand on mobilise ces concepts de supériorité-là dans des territoires où il y a une multiplicité, une diversité d'ethnies, est-ce que ça ne pose pas la question même de la capacité de ces ethnies-là à construire un ensemble commun, une nation, comme on dit? Justement, c'est ce que je disais tantôt. Parce que, est-ce que nos pays ne sont pas fragiles? Parce que du fait de cette pluriethnisme, ethnicisme, il y a beaucoup d'ethnies, il y a un contexte qui est assez éparse, une atomisation sur le territoire, ce qui fait que c'est difficile de construire des liens de solidarité solides. Non, en fait, le problème n'est pas là. Puisque, comme on dit souvent, la diversité est une richesse. La diversité ethnique, cette diversité ethnique-là suppose également une diversité culturelle. Parce que nous avons dit tantôt que l'ethnie renvoie... Les différences à l'intolérance, il n'y a qu'un pas. Oui, mais laissez-moi aller au bout de ma réflexion pour dire que, en fait, la diversité ethnique, j'entends la diversité culturelle, devrait en principe être une richesse. Et quand vous prenez les pays multiethniques, comme le Canada, entre autres, c'est vrai qu'à un moment donné, il y a eu problème, mais ils se sont ravisés pour dire, mais nos différences devraient plutôt nous amener à être plus forts. Et à partir du moment où ils ont pris conscience de cette réalité-là, vous allez voir que le Canada fait figure de modèle aujourd'hui à l'échelle planétaire. Et donc, en Afrique, dans nos pays, ce qui pose problème, ce n'est pas forcément
la diversité ethnique. Comme je l'ai dit, ce qui pose problème, c'est qu'à partir du moment où il y a des rapports au pouvoir, des rapports au territoire, et donc forcément, la logique de l'instrumentalisation, la logique de la manipulation, c'est ça qui finalement fait que nous pensons que c'est parce que nous sommes pluriels en termes d'ethnie que nous avons des problèmes. Mais en réalité, ce n'est pas la pluralité ethnique qui pose problème chez nous en Afrique. Alors, qu'est-ce qu'une nation et comment est-ce qu'elle émerge? Comment émerge-t-elle? Parce que c'est l'idéal que poursuivent tous les pays africains, c'est-à-dire arriver à construire ce sentiment de commune appartenance, instaurer un désir de vivre ensemble. Alors, j'ai envie de dire tout de suite qu'une nation fait référence à deux données. La première est historique et la seconde relève du présent. Alors, la donnée historique, c'est que quand nous parlons d'un processus de constitution d'une nation, et j'insiste là-dessus, on ne décrète pas une nation. La nation, c'est un processus de longue haleine et on peut s'en apercevoir en prenant les cas les mieux connus, les États-Unis, la France, etc. Alors, quand on est dans ce processus-là, il y a forcément le poids de l'histoire qui joue un rôle important. Parce qu'il s'agit d'un ensemble de peuples qui se reconnaît à travers une même histoire. Et comme le disent bien les historiens français, l'histoire est un puissant ferment du renforcement de l'identité nationale, de la construction nationale. Donc il faut une histoire partagée. Il faut une histoire partagée. Et maintenant, pour ce qui concerne le présent, il faut la volonté de vivre ensemble. Parce que l'histoire partagée ne signifie pas forcément que dans le présent, on veuille vivre ensemble. Alors, pour avoir une nation, il faut ces deux données-là. Maintenant, à partir du moment où ces deux données sont réunies, alors on peut se référer à un territoire et se définir le modèle de nation que l'on veut. Alors, quels sont les modèles disponibles sur le marché? Oh, il y a plusieurs types de modèles. Vous avez des modèles, le modèle canadien, par exemple. Multiculturel. Voilà, il y a la multiculturalité. Vous avez le modèle européen, enfin français, qui est considéré comme un vieux modèle et dont les pays africains veulent s'inspirer. Voilà. Vous avez le modèle, comment dirais-je, allemand, où la nation, en fait, n'est pas une construction, une création, mais la nation a été un héritage. Parce que déjà, sous la Prusse, sous l'Empire prusse, on avait déjà, voilà, prussien, pardon, on avait déjà une esquisse de nation. Et donc l'État allemand moderne n'a fait qu'hériter justement de ce type de nation. Le modèle national allemand reste un modèle très ethnique. Oui, bien sûr. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a, grosso modo, deux types de modèles. Il y a la nation héritée et la nation construite. La nation héritée, les cas ne sont pas à foison. Mais la nation construite, c'est généralement le modèle européen, sauf le cas allemand, c'est le modèle canadien, c'est le modèle états-unien et c'est le modèle auquel aspirent les pays africains. Voilà. Alors, est-ce que les Africains s'inspirent suffisamment assez? Parce qu'on constate que nous avons du mal à construire ces nations-là. 60 ans après des indépendances, nos pays peinent encore effectivement à construire cette nation. D'abord, on a du mal à créer cette cohésion au sein des groupes ethniques qui préexistaient avant la pénétration coloniale. Et aujourd'hui, on voit un peu de nouveaux groupes, des voisins, des ethnies d'autres pays qui viennent s'installer. Est-ce que c'est facile de mettre tout ce beau monde-là dans le même moule? En fait, moi, je suis quelqu'un qui n'accepte pas facilement qu'on fasse des comparaisons entre des choses qui ne sont pas a priori comparables. C'est-à-dire que quand on nous parle
de la difficulté que les pays africains ont à construire ou à créer leur nation 60 ans après l'indépendance, c'est forcément par rapport aux modèles qui sont sur le marché. Mais j'ai envie de dire que si nous nous inscrivons dans cette logique-là, c'est un raccourci, dans la mesure où les modèles que nous évoquons ont mis du temps à se mettre en place, à se faire jour. Parce que, n'oublions pas que si nous nous inscrivons à l'échelle d'un État, ce n'est pas la même chose que si nous nous inscrivons à l'échelle d'une vie humaine. Pour une vie humaine, 60 ans, c'est beaucoup. On tire même vers la fin de sa vie, de sa carrière et de sa vie. Mais à l'échelle d'une nation, d'un État, 60 ans, c'est rien. Quand vous prenez le cas français, le cas que je connais le mieux, vous allez vous rendre compte qu'avant que la France ne soit parvenue au modèle actuel, mais les Français ont mis du temps. Ils ont eu à s'entretuer à travers différents types de guerres, mais avant que n'émerge justement ce sentiment d'appartenance. C'est pour cela qu'un sociologue allemand du nom de Georg Simmel a dit qu'en réalité, dans les crises, il ne faut pas toujours voir le côté négatif. Parce que les crises aussi sont porteuses de, comment dirais-je, d'une certaine forme. Le conflit est le moteur du changement, normalement. Voilà, tout à fait. Donc, si vous prenez le cas américain, par exemple, aux États-Unis, avant que la nation n'émerge, il y a eu cette fameuse guerre de sécession. Guerre de sécession entre là où le sud esclavagiste et le nord. Et ils ont pu mesurer le degré ou bien la force de frappe de chaque type d'acteur. C'est à partir de ce moment qu'ils ont fait le consensus de pouvoir faire en sorte que plus jamais cela. Alors, pour revenir au contexte africain, dans nos pays, est-ce qu'il faut afficher de manière ostentatoire sa singularité, sa différence ethnique, ou il faudrait peut-être, dans le cadre de l'émergence de cette nation, on l'a vu en France, les Bretons, les Corses, les Aquitains, tout ça, ils ont dû à un moment donné faire profil bas pour devenir tous des Français. Est-ce que nous devons promouvoir de manière ostentatoire les différences ethniques, ou il faudrait peut-être les minorer? Non, je crois que ce que nous devons faire en Afrique, c'est d'éviter de faire montre de façon exagérée de nos appartenances ethniques. C'est vrai que... Donc il faut construire la citoyenneté, une nation civique. Et il faut construire la citoyenneté. Parce que justement, c'est quand on veut mettre trop en avant, on veut faire référence de façon exagérée à son appartenance ethnique que naît l'ethnocentrisme dont j'ai parlé tantôt. Et donc, pour aller dans une logique de construction nationale, il faut minorer l'appartenance ethnique, faire en sorte que dans les ethnies à la base, qu'il y ait une certaine unité, qu'il y ait la solidarité, et donc lorsque l'on capitalise toutes ces solidarités-là, on pourra être sûr d'aller vers une construction nationale. Alors, comment est-ce que les politiques doivent articuler le concept ethnie dans leurs discours, dans leurs actions, pour que n'émerge la nation que tout le monde appelle de ses voeux sur le continent africain? Non, je crois que le réel problème en Afrique, ce sont les politiques. Parce qu'ils ont très vite d'amplifier le sentiment ethnocentriste en tenant des discours ou des postures politiques qui peuvent être interprétées de manière différente, qu'on soit de tel groupe ou de tel autre groupe. Non, je crois, c'est ce que je dis, qu'en Afrique, notre réel problème, ce sont les hommes politiques. L'Afrique est malade de ses hommes politiques? Voilà, j'ai envie de dire cela, que l'Afrique est malade de ses hommes politiques. Parce que généralement, et d'ailleurs... Ah oui, ça me pose à vous poser une question. L'État et la nation, est-ce que c'est l'État-nation et la nation? Il faut un État fort pour pouvoir assurer une nation, pour pouvoir bâtir une nation. L'État, je pense à l'infrastructure politique, aux acteurs politiques qui construisent l'État, un État qui a des règles de fonctionnement assez strictes, qui assoit ce sentiment-là, cette identité nationale. Un peu, je crois que ce n'est pas une mauvaise chose d'avoir un État fort. Parce que si vous voyez un peu le paysage politique africain actuel, les gens sont en train de déplorer le fait qu'il n'y ait pas d'institutions fortes,
le fait qu'il y ait la pratique de népotisme, le fait qu'il n'y ait pas, ou bien qu'il y ait insuffisance mise en œuvre de la démocratie, etc. Je crois que si l'État était fort et que l'État remplissait ou jouait convenablement son rôle, ça peut faire en sorte que justement le sentiment national peut émerger. Parce que ceux qui sont en train de critiquer, ça veut dire que c'est des gens qui ne se retrouvent pas forcément dans la ligne directrice du pouvoir tel qu'il est déployé. Et donc si on prenait en compte les revendications de ce groupe, qu'il soit minoritaire ou majoritaire, parce que n'oubliez pas qu'il y a la loi sur les minorités aussi, alors ça peut faire en sorte que tout le monde peut regarder dans la même vision, dans la même direction, en vue de la construction nationale. Parce que quand nous parlons de nation, c'est de cela qu'il s'agit. Je ne dis pas que tout le monde doit souscrire à la même façon de gouverner, non, mais tout le monde doit avoir une même vision en matière de ce que nous appelons les valeurs de la nation. Est-ce que nous ne sommes pas victimes d'une confusion des ordres un peu? Parce que dans les années 90, quand on a eu le vent de démocratisation, les gens ont très vite confondu le pluralisme politique, les élections concurrentielles qui ont suivi, avec en retour, on observait contrairement, un retour de réflexes ethniques, ethnocentriques. Oui, justement, moi je dis que les gens ont pratiqué la mauvaise intellection. Les partis politiques ont souvent pour substrat l'ethnie du leader. Justement, c'est par rapport à cela que je disais tantôt que l'Afrique est malade de ses hommes politiques. Parce que là, quand vous voyez dans les années 90, là, et dans une certaine mesure aujourd'hui, les bastions électoraux des différents partis se réfèrent à l'ethnie d'appartenance. Ce qui pose un problème pour la démocratie. Ce qui pose un problème, justement parce que on est allé dire aux gens de l'ethnie que, mais écoutez, ceux-là ont toujours été aux affaires. Et donc maintenant, si vous voulez que vous aussi, vous puissiez avoir la part, votre part du gâteau, il faut que vous puissiez assurer notre promotion. C'est à la société civile, c'est à vous les historiens, les universitaires de vous mettre dans la bataille pour aider, pour apporter votre expertise à ce que la nation n'advienne. Et justement, je crois que en ce qui concerne les universitaires, et sous plusieurs cieux, vous allez convenir avec moi que quand les sociétés sont en crise et qu'on a besoin de nouveaux types ou bien de nouveaux modèles de société, on se réfère souvent aux universitaires, surtout qui relèvent des sciences de l'homme et de la société, qui ont la capacité de réfléchir, de penser, de proposer de nouveaux modèles. Et alors, quels sont les modèles que vous avez dans vos tuyaux en ce moment? Non, écoutez, ce qui est important, c'est que l'universitaire, c'est quelqu'un qui doit jouer pleinement son rôle sans passion. Ça veut dire qu'il relève d'une institution qui est considérée comme un haut lieu du savoir. Et donc, par rapport à cela, il faut qu'il soit suffisamment neutre pour être pris au sérieux. Parce que si vous avez un universitaire qui commence à prendre parti, alors vous allez comprendre tout de suite que tout ce qu'il va faire sera connoté et sera vite fait d'être, référé au bord qu'il défend. Et donc, par rapport à cela, ça risque un discrédit sur ces travaux. Sur ces travaux. Donc, l'université doit être il faut éviter l'opium idéologique. Évidemment. Donc, pour ce qui concerne les universitaires togolais, pendant longtemps, on est resté dans nos quatre murs à l'université. Nos études, nos recherches sont restées dans nos bibliothèques. Mais je crois que depuis un certain temps, et surtout avec le plan stratégique de l'université de Lomé, 2015-2020, il y a une volonté manifeste de faire en sorte que l'université puisse sortir de son cadre universitaire pour aller vers la société. Et je crois que le projet qui a conduit à la publication de l'ouvrage dont nous parlons aujourd'hui s'est inscrit dans cette logique-là. C'est inscrit dans cette logique dans la mesure où, justement, après l'étude que nous savons faire, c'est-à-dire l'étude purement universitaire,
nous avons pensé à la société. Nous nous sommes dit que ce dont nous parlons est un sujet extrêmement important et il faudrait partager ça avec les autres citoyens qui sont nos concitoyens. Et donc, ça a fait que nous avons traduit ça dans un document de synthèse, dans un français plus ou moins accessible. Et depuis le 3 mars, nous sommes en train de sillonner le Togo pour aller à la rencontre des leaders d'opinion, des sociétés, enfin des Togolais lambda, pour pouvoir échanger avec eux, pour partager avec eux les résultats de cette étude. Et je crois qu'il appartient à l'universitaire, et c'est le cas ici, de pouvoir amener à déconstruire un certain nombre de concepts. Parce que nous nous sommes rendus compte que la manipulation de l'ethnicité, c'est un fait, mais il y a aussi l'insuffisante compréhension d'un certain nombre de concepts comme l'ethnie, nation, État-nation, peuple, etc., etc. Et donc ce travail, c'est donné pour objectif de déconstruire ces notions-là et d'amener les Togolais à s'approprier justement les définitions réelles que véhiculent ces notions. J'ai eu la chance de feuilleter sommairement ce document dont vous parliez et une proposition a retenu mon attention, c'est celle de la vérité métaphorique pour ce qui concerne les commissions, en tout cas le travail qui a été fait au niveau de la commission Vérité, Justice, Réconciliation. On sait que depuis 1963, il faut le préciser, le Togo est dans un processus éternel qui ne prend même pas fin depuis les années 60. On nous parle de réconciliation nationale. Jusque-là, on ne s'est pas réconcilié. Qu'est-ce que la vérité métaphorique apporterait de nouveau pour nous réconcilier ? Alors, je crois que ce concept de vérité métaphorique est une approche de Paul Ricoeur par rapport à la réconciliation. Et donc, c'est parti du constat selon lequel la justice traditionnelle, enfin la justice moderne a connu ses limites en matière de jugement, d'établissement de la vérité, etc. Surtout dans un processus de réconciliation. Et donc, par rapport à cela, on a sorti un nouveau concept qui est la justice transitionnelle, où on ne veut plus punir les infractions, mais on veut justement que les gens... Est-ce qu'on ne va pas vous taxer de promouvoir l'impunité? Non, ce n'est pas... Je vais revenir sur cet aspect-là. Donc, on fait en sorte que les gens reconnaissent leur tort, qu'ils demandent pardon, et qu'on leur pardonne dans le sens de la réconciliation. Mais on s'est rendu compte également que cette façon de procéder, c'est-à-dire la justice traditionnelle, rejoint d'une certaine manière la justice pénale. C'est-à-dire que quand on est dans une logique de justice traditionnelle, on veut coûte que coûte que la vérité émerge. Oui. Donc on demande aux gens de venir dire... Et généralement, ça pose problème. Tout comme au tribunal, où on demande aux gens de reconnaître leur tort pour une sanction. Et donc, par rapport à cela, Paul Ricoeur estime que, finalement, quand on est dans une logique de réconciliation, est-ce qu'il faut forcément se référer à la notion de vérité telle que conçue par la justice pénale ou par la justice transitionnelle? Est-ce qu'il ne faut pas trouver un autre moyen de dépasser la notion même de vérité basée sur les faits, la réalité des faits, parce que là encore, c'est difficile de faire éclore la vérité des faits. Puisque aujourd'hui, moi qui me considère comme étant victime, je peux aussi, à travers un certain nombre de comportements, parce que si je dis que je suis victime et je veux me venger, je commence à me venger, je ne sais pas jusqu'où je suis autorisé à me venger. Et donc, dès ce moment-là, je peux devenir aussi un bourreau. Donc, c'est difficile, la notion de qui est bourreau, qui est victime. C'est le point, comment dire, la frontière est vite franchie de bourreau à victime et vice-versa. Donc, à partir de ce moment-là, ça rend complexe tout le processus d'établissement de la vérité. Et c'est par rapport à cela que Paul Ricoeur pense qu'il faut créer une forme de vérité métaphorique qui n'est pas forcément basée sur la vérité des faits, mais qui puisse amener les gens à converger vers des valeurs qui puissent promouvoir la réconciliation. Voilà. Et donc, l'autre élément, c'est que dans le document, il y a
une contribution. Des exemples de réconciliation entre Tchokossi et Moba, deux ethnies du Togo, de ce qui s'est passé à Sotouboua, à Ketaou. On a parlé également de Tom Nyozu. Je pense que c'est dans la tradition kabyé. Oui, justement. Est-ce que ce sont des pistes aussi qu'il faut évidemment. Est-ce qu'on est là aussi dans l'ordre de la vérité métaphorique? Non, ce n'est pas la vérité métaphorique, mais là, je crois qu'un des objectifs de notre projet, c'est de pouvoir mettre en lumière les bonnes pratiques pour pouvoir les capitaliser dans une logique de réconciliation. Je prends le cas de Tom Nyozu. Tom Nyozu, c'est une façon de réconciliation en pays kabyé. Et donc, cette façon-là se déploie suivant 3 étapes. La première étape consiste à faire des discussions entre celui qu'on estime comme coupable et celui qui est estimé comme victime, devant les sages de la communauté, les Sosa. Et donc, la deuxième étape, c'est que dès que chacun vide son sac, alors les sages se saisissent de l'affaire pour situer les responsabilités, pour dire, bon, toi tu as mal agi, toi tu as bien agi. Mais il y a une troisième étape où est imposée la notion de réconciliation qui passe par la réparation, une forme de réparation symbolique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, et c'est là où nous avons beaucoup à apprendre, de la tradition. Puisque à cette troisième phase, ce n'est pas forcément le coupable qui répare. Parce qu'on dit, mais la victime aussi, pour n'avoir pas réussi à se contenir et à proférer un certain nombre de paroles blessantes, alors lui aussi, la victime, elle aussi, doit pouvoir payer quelque chose de symbolique pour pouvoir apaiser le tort causé à l'autre. Et ça marche? Et ça marche? Et ça marche parfaitement. C'est pour cela que cette étude de cas est intéressante. Et je veux dire qu'il n'y a pas que ce cas-là, parce qu'il y a d'autres cas ailleurs. Je prends le cas de Sotouboua. Sotouboua, vous savez, c'est une zone d'immigration qui a été créée. Où les conflits là-bas sont d'ordre foncier. Voilà, justement, pendant la période coloniale. Et donc, il y a beaucoup de peuples qui ont été installés dans cette zone-là par le colonisateur. Et donc, ça a créé forcément des problèmes d'occupation de sol, donc des problèmes fonciers. Et qu'est-ce qui s'est passé? Les gens se sont rendus compte que ces problèmes fonciers ont conduit à mort d'homme, à des dommages matériels, etc. Et à un moment donné, les natifs du milieu se sont décidés à s'asseoir. On dit, mais écoutez, la terre a existé avant notre arrivée, elle existera, nous partirons la laisser. Mais pourquoi est-ce que nous devons nous tuer à cause de la terre? Trouvons le moyen pour pouvoir nous entendre. Et donc, à partir de ce moment-là, ils ont décidé de mettre au sein des quartiers, au sein des chefferies traditionnelles, des comités qui gèrent les questions foncières. De sorte que, à chaque fois qu'il y a un problème foncier, ce sont ces comités-là qui gèrent la question et ce sont des cas ultra ou ultimes qui sont référés à la justice traditionnelle. Et de sorte que si quelqu'un outrepasse les étapes préliminaires et va directement à la justice, on le renvoie vers ces comités-là. Parce que le juge moderne dit, mais parce que vous savez que nous sommes en Afrique et parfois ce qui délimite le sol, la terre, c'est peut-être un tronc d'arbre, c'est un ravin, un cours d'eau, etc. Et le juge moderne n'a pas forcément connaissance de ces éléments qui délimitent le sol. Et donc, ceux qui connaissent ça, ce sont les gens de la chefferie traditionnelle. Et donc, on les renvoie justement pour que la chefferie traditionnelle gère ces questions-là. Et ça marche. Donc, je crois que ce sont des modèles que nous pouvons exporter, utiliser pour aller vers une réconciliation au lieu de vouloir toujours nous référer à des modèles importés. Voilà. C'est passionnant, c'est passionnant. Merci à vous, cher docteur Joseph Tigbe, d'avoir accepté notre invitation, d'avoir participé à ce décryptage. Je rappelle que vous êtes enseignant-chercheur à l'Université de Lomé, vous enseignez au département d'Histoire. C'est donc la fin de ce numéro de décryptage. Merci à vous qui nous avez suivis. À très bientôt pour un nouveau numéro.